Bonjour à toutes et tous. On est très contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter euh, notre article Excuse-moi, mais t'as peu de chance, l'épreuve institutionnelle de l'accès à l'habitat coopératif au Québec. Donc, Isa vient de me présenter, donc j'ai pas besoin de refaire. Mais donc, je travaille sur les questions d'inégalité en matière de logement et d'immigration dans les grandes villes du Nord global et notamment sur Montréal. Et je laisse Catherine la suite. Ben, comme vient de le dire Isabelle, moi je suis doctorante en travail social à l'Université du Québec à Montréal. Puis plus globalement, je m'intéresse à l'impact des politiques publiques puis des institutions sur les initiatives collectives autonomes. Ben, toutes les deux, on est membres du collectif de recherche et d'action sur l'habitat qu'on a coordonné l'une à la suite de l'autre entre 2019 et 2024. La présentation qu'on vous fait aujourd'hui, ben c'est ça, elle est basée sur un article qui va paraître dans un numéro spécial sur les inégalités de logement dans les Amériques, qui va être publié dans la revue française Norrois. La revue Norrois, c'est une revue scientifique de géographie qui va s'intéresser spécialement aux dynamiques territoriales autour d'enjeux sociaux. Donc, le titre de l'article qu'on a écrit, c'est Excuse-moi, mais t'as peu de chance. Puis, l'épreuve institutionnelle de l'accès à l'habitat coopératif au Québec. Dans le fond, euh, c'est le titre qu'on a donné également à cette présentation-ci parce que essentiellement, ça revient sur les mêmes idées. Donc, avant de s'avancer dans notre présentation, on se disait que pour poser des bases communes, on souhaitait aussi souligner d'abord les différences entre les diverses formes de logement social qui existent au Québec pour bien comprendre tous ensemble en quoi les coops vont être plus susceptibles de vivre des tensions liées à la sélection. Donc, au Québec, il existe trois formes de logement social. Il y a les habitations à loyer modique, les coopératives d'habitation, puis les organismes sans but lucratif d'habitation. Ce sont toutes des formes de logement qui sont hors marché. C'est des modèles sans but lucratif qui sont basés sur une propriété collective et qui portent une vocation sociale. Ils échappent à la spéculation immobilière, puis ils offrent des loyers généralement inférieurs à ceux qui sont offerts sur le marché privé. Donc, au Québec, le terme logement social, il va désigner principalement le logement public de type HLM. Donc, c'est une forme de logement qui est financée par l'État fédéral depuis les années 50 jusqu'à la moitié des années 90. Puis, essentiellement, ce type de logement-là va être destiné à des ménages à faible revenu qui payent 25% de leurs revenus pour leur loyer. Le terme logement communautaire, ça va inclure les coopératives d'habitation et les SBL d'habitation. Donc, c'est des modèles d'habitation qui ont émergé durant les années 70 ici au Québec. Les deux modèles, ils vont viser à offrir des logements abordables à des populations socio-économiquement un peu plus mixtes que les HLM. Puis, principalement, ils vont se distinguer par leur mode de gouvernance, c'est-à-dire que pour les coops, toute la gestion financière, immobilière et associative de chaque projet va être assurée par les membres locataires eux-mêmes, tandis que dans les OSBL d'habitation, ça va être géré par un conseil d'administration qui va être composé majoritairement de membres externes et de professionnels du milieu, avec, dans le fond, une participation attendue et optionnelle des locataires occupants. Donc, pour ce qui est de la présentation aujourd'hui, ben, on va d'abord vous présenter, dans le fond, le contexte sous tension qui caractérise la situation des coopératives d'habitation au Québec, notamment celles pour lesquelles les conventions d'exploitation sont arrivées à échéance. Ensuite, on va vous présenter notre manière d'analyser ces tensions-là en présentant puis en explicitant le concept d'épreuve institutionnelle. Ensuite, on va aborder la manière dont c'est articulé la collecte de données qui s'appuie à la fois sur les résultats d'une thèse qui est terminée, qui est celle de Chloé, puis sur les résultats d'une thèse en cours qui est la mienne. Puis ensuite, on va présenter les résultats de cette mise en commun-là sous la forme de 5 épreuves institutionnelles. Puis on va revenir à la fin sur des réflexions sur les résultats de la recherche, puis proposer des questionnements pour les recherches suivantes. Alors, si je vous présente maintenant le contexte, donc on s'intéresse à cette question de l'accès à l'habitat coopératif dans un contexte de forte tension pour l'habitat communautaire, à la fois au Canada de manière générale, mais au Québec aussi en particulier. Et donc, comment se place l'habitat communautaire au Québec par rapport aux autres secteurs du marché du logement? Tout d'abord, si on revient sur le contexte général du Canada, du logement au Canada, on peut voir que les dernières décennies,
elles ont été marquées par une intensification de la spéculation immobilière et de la financiarisation du logement, qui ont entraîné une crise du logement qui est beaucoup plus liée à une problématique chronique d'abordabilité que de pénurie, de véritable pénurie de l'offre. Et ben, le marché immobilier, il privilégie plutôt le développement de projets privés. Donc au Québec, cette logique, elle se manifeste par une priorité accordée au développement de logements en propriété individuelle, plutôt de type condominium et maison, au détriment de l'offre locative abordable, qui reste largement insuffisante pour répondre aux besoins. Puis cette inadéquation entre l'offre privée et les besoins des ménages à faible ou modeste revenu, mais elle s'accompagne aussi d'un financement étatique qui est très insuffisant pour soutenir le développement de logements hors marché. Donc, le financement du logement social et communautaire, ça a toujours occupé plutôt une place marginale au sein des politiques de logement canadiennes, d'autant plus depuis 1994 et le transfert des responsabilités du fédéral au provincial. Eh bien, ce désengagement progressif de l'État il fragilise la réalisation de nouveaux projets, puis il fragilise aussi le maintien de projets déjà existants. Et donc, parmi les formes de logement hors marché que vous a présenté Catherine juste avant, les coopératives d'habitation, elles sont particulièrement affectées par cette pénurie de logements abordables et le faible soutien financier de divers paliers gouvernementaux. Contexte encore plus récent et plus particulier, c'est la fin des conventions d'exploitation fédérale. Donc, autre défi qui s'ajoute à ce contexte plus général, l'arrivée à échéance de ces premières conventions d'exploitation qui avaient été conclues avec le gouvernement fédéral dans les années 70. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elles faisaient, ces conventions d'exploitation? Bah, elles garantissaient jusqu'ici le statut juridique sans but lucratif des coopératives en offrant des subventions à une partie des ménages à faible revenu, ce qui permettait de payer un loyer équivalent à 25% des revenus, de leurs revenus. Et puis, elles assuraient aussi une sorte de contrôle de la gestion financière et immobilière via un suivi comptable annuel et puis l'inspection régulière des bâtiments. Donc, en 2006, le gouvernement conservateur de Stephen Harper annonce le non-renouvellement de ces conventions. Et donc, ben, au Québec, cette décision, elle inquiète beaucoup les acteurs du secteur d'ailleurs, les coopératives québécoises, il y a plus de la moitié des coopératives qui sont concernées par cette fin des conventions. Et donc, ils sont très préoccupés par les manques financiers à combler pour maintenir ces projets d'habitation. Et donc, ça met fin à l'encadrement préventif et aux aides pour les ménages les plus précaires. Donc, notamment les fédérations régionales que sont la Confédération québécoise des coopératives d'habitation et la Fédération de l'habitat coopératif du Québec, ben, même si elles y voient une opportunité de gérer les coopératives de manière plus autonome, ben, elles s'inquiètent aussi de leur capacité à remplir leur mission sociale. Donc voilà. Donc face à cette faible production de nouvelles unités, au manque de financement des échelons politiques et aussi à cette fin des conventions d'exploitation fédérale, il y a beaucoup de défis qui s'accumulent pour les coopératives d'habitation, notamment l'impossibilité de réaliser des rénovations ou des réparations urgentes, le cumul de retard dans la reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds, mais aussi, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la question de la sélection. Donc, il y a une pression à la sélection qui va se faire d'autant plus importante. Et notamment, ben, cette difficulté pour les coopératives de lier à la fois gestion financière, entretien des immeubles et mixité sociale des ménages, qui fait partie d'une des missions des coopératives. Donc, si on regarde plus particulièrement la sélection, en principe, les coopératives, elles sont gérées de manière autonome, mais elles doivent quand même respecter un certain nombre de prescriptions, notamment pour la sélection des membres, notamment pour les unités subventionnées, ben, elles doivent respecter les prescriptions des programmes comme celui d'Accès Logis Québec. Et puis, il y a des règlements, un encadrement en fait aussi des coopératives par le Code civil du Québec et puis par la loi sur les coopératives. Et dans ce contexte de forte tension et de demande accrue, ben, les membres des coopératives se retrouvent avec la difficile tâche d'arbitrer parmi tous ceux qui répondent aux critères de revenus
Ça, je reprends les mots ici de Fabien Desage, qui est en ligne d'ailleurs, pour nous écouter. Et donc, en vertu de leur principe de mixité sociale, ben, les coopératives, elles sont pas forcément tenues par la loi pour limiter l'accès aux ménages qui ont des revenus plus élevés. Donc, les unités non subventionnées, elles peuvent être attribuées aussi bien à des ménages modestes qu'à des ménages aux revenus plus élevés. Et donc, dans ce contexte général, ben, il y a de plus en plus de tensions pour l'accès aux unités en coop pour les ménages les plus précaires et pour leur gouvernance autonome, où ben, les coopératives, elles doivent arbitrer entre des impératifs de viabilité financière et immobilière qui influencent de plus en plus les décisions comme la sélection des locataires. Alors, donc, en fond, nous, pour mieux comprendre les défis là, qui vont entourer cette gestion-là des coopératives, puis en particulier les conséquences que ça peut avoir sur la sélection des membres locataires, Chloé et moi, on a d'abord épluché la littérature scientifique sur la question qu'on présente en trois parties. Donc, il y a d'abord des acquis qu'on peut trouver dans la littérature sur les discriminations institutionnelles dans le logement social, qui est un corpus de littérature qui est particulièrement bien développé et avancé en contexte français. On s'est aussi inspiré de la littérature sur l'entre-soi qui se fait surtout dans le cadre de l'habitat participatif, qui est un modèle de logement qui est analogue en fait aux coopératives d'habitation québécoises. Puis l'autre corpus de littérature duquel on s'est inspiré, c'est celui des recherches récentes au Québec qui vont penser l'accès au logement dans le parc locatif privé comme une épreuve de logement. Donc, les premières recherches, celles sur les discriminations dans le logement social, elles vont généralement mettre en lumière le rôle des institutions, des politiques publiques, puis des agents d'attribution de logement social dans la production des discriminations ethniques et raciales dans le logement social. Donc, ces recherches-là, elles vont surtout montrer que les discriminations en logement social ça revient pas seulement à à un problème d'intégration des ménages ou à des discriminations qui vont être faites directement par des personnes, mais qu'en fait, c'est l'organisation même des institutions et des acteurs qui vont entourer la gestion de l'habitat social qui va créer des mécanismes sociaux qui vont contribuer à créer des barrières raciales et sociales et mener à l'exclusion sociale de certains groupes. Il y a certains auteurs, comme Simon et Kurzbaum, qui vont aussi souligner que ce sont certaines politiques publiques ou certains principes qui sont trop flous sur lesquels va s'appuyer le logement social, notamment l'idée de mixité sociale, qui va renforcer les discriminations plutôt que renforcer en fait la diversité, justement parce qu'ils sont trop flous puis que ça laisse beaucoup de place aux décisions qui vont être discrétionnaires. Il y a d'autres recherches essentielles pour penser l'accès aux coop au Québec, qui sont celles qui vont porter sur l'entre-soi dans l'habitat participatif, dont le fonctionnement, comme je vous ai dit, est analogue à celui des coops au Québec. Ce que ces recherches-là vont nous montrer, c'est comment certains groupes, en cherchant à rester entre eux ou à demeurer entre soi, ils vont contribuer à mettre à distance d'autres populations, même si l'idée de mixité sociale est mise en avant. Donc, elles vont montrer, ces recherches-là, que la tendance naturelle à rechercher un environnement familier avec des gens qui nous ressemblent, ça peut se transformer en un véritable outil d'exclusion, surtout quand les critères de sélection ils demeurent parfois flous, puis que l'appréciation des candidats à la sélection est subjective. Donc, selon ces recherches-là, le processus d'exclusion qui va se mettre en place est systémique parce que la sélection se fait pas nécessairement avec une volonté consciente de discriminer, mais que par contre, ça en demeure quand même le résultat. Ensuite, on s'est aussi inspiré de recherches récentes issues du Québec puis de nos collègues du Crash qui mènent des terrains de recherche sur le parc de logements locatifs privés puis qui s'intéressent à la question de l'accès au logement sous l'angle de l'épreuve de logement. Dans ces recherches-là, dans le fond, les inégalités d'accès au logement sont comprises comme une série d'obstacles que doivent surmonter les locataires, puis en particulier ceux qui vont être dans des situations de précarité ou qui vont être victimes de discrimination. Donc, l'ensemble de cette revue de littérature-là scientifique, ce qu'elle nous a permis de développer, c'est un cadre conceptuel autour de la notion d'épreuve institutionnelle
qui, selon nous, nous permet à la fois d'interroger les structures de pouvoir qui façonnent l'accès aux coopératives d'habitation, mais aussi de mieux comprendre comment ces dynamiques-là elles vont reproduire, souvent malgré elles, des inégalités d'accès qui peuvent être assez profondes. Donc, l'épreuve institutionnelle, telle que nous on l'entend, ça va désigner en fait tous les mécanismes, contraintes et routines institutionnelles mobilisés par les acteurs d'une institution et qui vont participer à la construction des frontières sociales et ethniques dans l'accès aux coopératives. Alors pour notre recherche et pour analyser donc cet accès aux coopératives comme une épreuve institutionnelle, on a décidé d'adopter une perspective un peu différente de la plupart des recherches qui s'intéressent à la sélection des locataires en général du point de vue plutôt des institutions. Donc nous, on s'est dit, on allait plutôt regarder ce qui se passe de l'autre côté du guichet, c'est l'expression employée pour plutôt du point de vue, donc de l'autre côté du point de vue des institutions, en partant plutôt du point de vue des ménages requérants. Et pour ce faire, donc on a combiné nos deux recherches et on s'appuie notamment sur des entretiens qui sont issus d'une enquête ethnographique que moi j'ai menée entre 2016 et 2021 dans le cadre de ma thèse de doctorat sur les trajectoires résidentielles de ménages migrants à Saint-Michel et Parc Extension, donc deux quartiers du centre-nord de Montréal. Et puis, c'est principalement des extraits d'entretien semi-directifs que j'ai menés avec des familles immigrantes qui vivaient en coopérative d'habitation et d'autres qui étaient plutôt en attente d'un logement communautaire dans les deux quartiers. Et parmi les ménages qui ont réussi à accéder à une coopérative, il y en a aussi certains qui ont fait partie du comité de sélection de leur coopérative. Donc, ça permettait de tenir un peu ensemble la perspective des ménages demandeurs et celle des membres s'occupant de la sélection. Et donc, cette analyse de l'épreuve institutionnelle propre au logement coopératif, on la mène un peu d'un point de vue qu'on pourrait qualifier d'intersectionnel, parce qu'on veut prendre en compte l'entrecroisement de différents facteurs d'oppression, notamment la précarité économique. Là, on en a beaucoup parlé en présentant le contexte, mais aussi les questions de racisation des ménages, puisque là, j'interrogeais des familles migrantes pour la plupart racisées. Les ménages, donc, ils ont été recrutés par l'intermédiaire aussi de deux associations de défense des droits des locataires au sein desquelles j'étais bénévole, donc le CAP à Parc Extension et le BIL à Saint-Michel. Et puis, les données incluent aussi des entretiens semi-directifs auprès de professionnels du secteur du logement communautaire. Puis dans mon cas, en fait, je suis présentement, comme je vous ai dit, en processus de thèse qui porte spécifiquement sur les enjeux de gouvernance que vivent présentement les coops. Je m'intéresse en particulier à l'importance de la sélection en tant que geste qui est déterminant pour l'avenir puis le maintien des coopératives d'habitation dans le temps et sur le territoire du Québec. Dans le fond, ma recherche, au contraire du point de vue qui est privilégié dans cet article-là et dans la présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est celui des personnes qui font partie des comités de sélection, mais aussi celui des acteurs institutionnels là, qui s'occupent soit de la gestion ou du développement des coopératives, comme les groupes de ressources techniques, les fédérations de coopératives, ou même les entreprises de construction, les promoteurs immobiliers qui vont s'associer aux nouveaux projets ou les architectes. Alors, en fait, avant d'amorcer directement les résultats de notre analyse, Chloé et moi, on souhaitait souligner que ce qu'on va vous présenter ici, euh, c'est qu'il faut comprendre les épreuves comme un tout et que les difficultés rencontrées vont souvent exister, souvent toutes à un niveau ou à un autre pour les personnes requérantes, mais que normalement, elles vont toutes et toutes en fait contribuer à se dresser comme des barrières cumulatives qui vont façonner leur expérience de ces personnes requérantes-là de l'accès à un logement en coopérative d'habitation. Alors, un des premiers obstacles pour accéder à une coopérative, c'est l'accès à l'information.
Donc, contrairement au logement social classique de type HLM, il n'existe pas pour les coopératives du Québec un système centralisé pour savoir quelles unités sont disponibles. Donc, les personnes intéressées, elles doivent se débrouiller seules, souvent seules, pour trouver des opportunités. Comme nous le soulignait un participant à la recherche, pour les coopératives, le chemin est tellement nébuleux que dans le recrutement des nouveaux locataires que peu ou prou, c'est quand même assez difficile d'y accéder. Donc, il existe bien évidemment des outils pour aider les personnes requérantes à se trouver un logement, comme les listes que vont colliger les fédérations de coop ou celles qui vont colliger aussi les comités de logement. Mais les coopératives elles-mêmes, elles sont pas obligées d'utiliser ces moyens pour recruter les nouveaux membres locataires. Donc, le résultat de ça, c'est que l'information, elle circule surtout par le bouche à oreille et via les réseaux sociaux. Donc, ceux qui sont pas bien connectés à des lieux communautaires vont avoir plus de mal à savoir quand un logement se libère. Ensuite, ben, il y a beaucoup de coopératives qui fonctionnent de manière autonome, puis qui vont pas rendre toujours publiques les places disponibles. Donc, certaines coops vont préférer recruter des nouveaux membres via des connaissances. Donc, ce mode de sélection-là, ça favorise un certain entre-soi, puis ça rend l'accès plus difficile aux personnes qui font pas partie du réseau. Donc, comme nous le disait un travailleur en comité logement qui a participé à la collecte de données, quand un logement se libère, c'est souvent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc, ça encourage davantage la sélection de nouveaux membres basés sur des sociabilités déjà préexistantes, plutôt que la création de nouveaux liens sociaux entre ménages qui se connaissent pas déjà. Ensuite, il faut également souligner que pour les ménages issus de l'immigration, la meilleure façon d'accéder à une coopérative, ça va être souvent de participer à en créer une, ce qui est un processus qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de ressources que tous et toutes n'ont pas nécessairement. Parmi les personnes migrantes que nous, on a interrogées, il y avait 75% d'entre elles qui avaient intégré une coopérative dès sa création, faute de pouvoir en rejoindre une qui était déjà existante. Donc, en résumé, pour la première épreuve institutionnelle qui s'adresse aux ménages requérants, ceux qui ont déjà un bon réseau, ceux qui sont bien informés, qui sont insérés dans le milieu communautaire, ont plus de chances d'entrer en coopérative. Ceux qui sont isolés ou moins bien informés, en revanche, vont faire face à un parcours qu'ils vont estimer être beaucoup plus nébuleux. Ensuite, euh, une deuxième épreuve institutionnelle qui émerge pour les ménages requérants, ça va être celle de faire face à un processus de candidature qui est exigeant. Donc, souvent, les ménages intéressés ils vont devoir rédiger une lettre d'intention ou remplir un formulaire détaillé ou les deux dans lesquels ils vont devoir expliquer leur situation familiale, leurs besoins en logement et surtout, en fait, leur motivation à s'impliquer dans la coopérative. C'est une étape que nos participants vont souvent comparer à une candidature à un emploi parce qu'il faut, en fait, convaincre le comité de sélection de sa valeur pour la coopérative elle-même. Comme nous le dit, en fait, une participante à la recherche, c'est un peu comme si tu postulais à un emploi. Il faut se vendre, faire preuve d'imagination. C'est assez complexe comme exercice. C'est complexe également parce que les ménages doivent démontrer un minimum de compétences puis de maîtrise de l'écrit, en fait, pour pouvoir justement se vendre aux yeux des comités de sélection à cette étape-ci. Puis c'est complexe. En plus d'être complexe, en fait, c'est aussi chronophage parce que chaque coopérative fonctionne de manière autonome. Donc, les candidates doivent souvent postuler à plusieurs endroits en fonction de leur intérêt, sans garantie d'avoir un retour là-dessus. Donc, s'ils sont retenus, ils doivent passer une entrevue, ce qui représente un autre filtre lié au processus de sélection, puisque, comme va nous en parler Chloé pour la prochaine épreuve, la réalisation de l'entretien va demander également une bonne maîtrise de la langue communément parlée au sein de la coopérative. C'est ça. Donc, troisième épreuve, on la réunit sous la question des attentes sociales tacites qui sont exigées lors de l'entrevue de sélection. Alors, comment ça se déroule les entrevues de sélection? Dans la formule coopérative, donc la sélection, elle se fait par cooptation. Ça veut dire que ce sont les membres actuels de la coopérative qui choisissent les futurs membres. Le plus souvent, c'est effectué par un comité dont c'est la principale fonction. Et ce dernier, il est constitué de 3 à 6 locataires en général, qui coordonnent un peu l'ensemble de ces étapes de la sélection, notamment la présélection à l'entrevue, donc l'épluchage des lettres de candidature, jusqu'à la délibération collective.
Et donc, le déroulement, il varie un peu. Elles peuvent se réaliser en groupe, ces entrevues de sélection, en présence de l'ensemble des ménages requérants, ou plutôt individuellement, entre le comité de sélection et un ménage unique. Et donc, ici, on montre que la réussite de l'entrevue par les ménages requérants dépend de leur adéquation à certains critères qui, le plus souvent, demeurent un peu tacites, en fait, pour les ménages. Donc, le premier critère, ce serait parler la langue d'usage pour savoir-être. On a réuni ça là-dessous. Donc, pour le comité d'évaluation, les entrevues, elles permettent d'évaluer un peu le savoir-être des futurs membres, c'est-à-dire leur capacité interpersonnelle, sociale, etc. Mais cette évaluation, on a vu que ça pouvait se faire au détriment de certains ménages, notamment les personnes qui ne parlent pas ou peu la langue utilisée au sein de la coopérative, qui est le plus souvent le français. Ils ont plus de difficultés à s'exprimer dans un tel environnement. Et donc, ces entrevues individuelles, elles peuvent s'avérer particulièrement angoissantes parce qu'elles comportent un certain nombre d'inconnus concernant les besoins de la coopérative, le processus de sélection en lui-même. Et donc, comme Catherine nous le disait tout à l'heure sur la candidature, certaines familles comparent souvent l'entrevue à un entretien d'embauche ou un examen scolaire, et notamment parce qu'il y a beaucoup de monde, on pose beaucoup de questions. Donc, c'est ça qu'on trouve cet extrait d'entretien avec une résidente de coopérative qui me disait, c'est sûr que c'était difficile la sélection. Il y avait 3 personnes là devant moi. C'était stressant. Là, il y a un tas de questions concernant c'est quoi le but des coopératives, pourquoi tu veux rentrer là-dedans. Moi, je m'en sors bien à l'oral, j'ai réussi à dire les choses. Donc, on voit que le fait d'être aussi à l'aise à l'oral, de bien comprendre les enjeux implicites de la participation, ça facilite le bon déroulement de l'entretien. Et en ce sens, l'évaluation du savoir-être des ménages requérants, on voit que ça se mesure en fait au-delà de juste l'amabilité, l'écoute, la fiabilité, la capacité à collaborer, mais ça traduit aussi en fait l'exigence implicite d'être en mesure d'employer la langue de la coopérative. Donc ça, c'était notre premier point. Puis aussi, toujours par rapport à cette entrevue de sélection, il y a l'idée d'être impliqué pour savoir faire. Donc ça, c'est une autre attente sociale tacite de ce processus de sélection. C'est d'être impliqué au préalable au sein du milieu communautaire ou syndical qui témoignerait d'une prédisposition à s'impliquer dans les tâches de la coopérative. Donc c'est ce qu'elle rapporte notamment une autre résidence en coopérative qui considère que sa participation bénévole aux instances scolaires et syndicales, ça s'est avéré un atout en fait aussi pour son recrutement. Donc c'est un avantage pour certains ménages, mais cette injonction à la participation, elle est aussi un frein en fait à l'obtention d'une unité, notamment lorsque les ménages sont en situation de grande précarité. Et puis, ça demande du temps, ça demande de l'énergie dont ne disposent pas tous les ménages, qui peuvent être contraints par des emplois du temps chargés, une conciliation travail-vie personnelle aussi compliquée. Donc, voilà pourquoi, en fait, on trouve que cette entrevue de sélection, c'est aussi une troisième épreuve institutionnelle et ça montre qu'au-delà de la possession de certains capitaux sociaux et culturels, c'est aussi la capacité qu'ont les ménages de les mobiliser tout à la fois qui joue un rôle déterminant dans la sélection. Et donc, il ne faut pas seulement comprendre la langue d'usage, mais il faut aussi être capable de la maîtriser de telle façon euh, qu'elle permet au ménage de comprendre les besoins de la coopérative et de savoir comment s'y faire valoir. Quatrième épreuve, passer ce processus de sélection. Le comité de sélection, il propose les personnes candidates retenues au conseil d'administration de la coopérative et celui-ci, il entérine la sélection, il signe l'entente de location et il autorise l'obtention du statut de membre, notamment le plus souvent après une période de probation de 3 à 6 mois, pendant laquelle sont évalués le savoir-être et le savoir-faire des ménages via une appréciation discrétionnaire encore des membres de la coopérative. Donc, on évalue le niveau de participation aux tâches ou au comité, la compatibilité et la qualité des relations avec les autres ménages de la coopérative, ou encore l'adhésion aux valeurs coopératives qui sont évaluées. Donc, ensuite, une fois toutes ces étapes entérinées, les personnes résidentes, elles sont liées à la fois par un bail de location et par un contrat de membre. Cependant, nous, avec Catherine, on a considéré ça comme une possible quatrième épreuve institutionnelle parce que la préservation du statut de membre, elle n'est pas forcément garantie.
Et il y a plusieurs décisions juridiques récentes qui semblent entériner que la perte du statut de membre, elle signifie souvent aussi la perte du droit au maintien dans les lieux. Et donc, en gros, cette judiciarisation un peu du statut de membre, elle constitue, d'après nous, la quatrième épreuve institutionnelle pour les ménages dans l'accès à un logement coopératif. Alors, quelles sont les situations, les raisons qui peuvent mener à la perte du statut de membre? Le mauvais entretien de son logement, la pas de participation ou la faible participation aux tâches de la coopérative ou des conflits de voisinage. Et donc, on voit ici que l'accomplissement des tâches de membres qui vise au départ à garantir la pérennité d'un projet collectif en coopérative, au contraire, la non-exécution de ces tâches, des fois, ça peut entraîner justement une hausse de loyer, restreindre le droit au maintien dans les lieux. Et donc, ça peut avoir un impact en fait aussi sur les ménages en coopérative. Donc, ça peut constituer une sorte de dernière épreuve institutionnelle. Et cinquième épreuve, donc en gros, les quatre épreuves précédemment évoquées, elles étaient un peu évoquées dans un ordre chronologique du processus de sélection jusqu'au maintien dans les lieux en tant que membre de la coopérative. Et en fait, ces quatre épreuves, euh, elles témoignent en fait de tensions qui existent entre les logiques institutionnelles internes aux coopératives et les besoins en logement des ménages les plus précaires. Or, nous, on a vu que beaucoup d'explications en fait étaient liées au manque de ressources financières dont disposent les coopératives d'habitation et qui forcent certaines d'entre elles à encourager les membres des comités de sélection à choisir des ménages plus aisés pour les unités non subventionnées. Et donc, on voulait finir sur cette importance du manque de financement qui constitue pour nous un peu l'épreuve institutionnelle ultime à part entière et valable pour l'ensemble des étapes de la sélection. En effet, donc, on l'a vu par rapport au contexte, les coops qui reçoivent peu de subventions et qui sont confrontés à l'échéance de leur convention d'exploitation, elles se mettent à percevoir la sélection des ménages précaires comme un risque pour le fonctionnement des coopératives. On le voit notamment dans l'extrait sur la diapo où il y a une résidente qui fait partie du comité de sélection de sa coopérative qui explique que le recrutement des nouveaux membres, il se décide aussi par rapport au budget disponible et aux risques financiers supposés que représentent les plus démunis. Donc elle me dit, comme je t'ai dit, pour les 3 derniers appartements, c'était des gens qui voulaient être juste locataires avec un loyer pas cher. C'est correct, mais c'est juste que t'es pas à la bonne place à la coop. Donc, en gros, ces ressources financières limitées des coopératives, elles tendent à conditionner la sélection des ménages et notamment à aussi regarder, dans le cas des unités subventionnées, regarder aussi si les ménages vont être assez impliqués. Donc ça, c'est pour contrebalancer, justement, pour ces unités subventionnées, on va regarder quels sont les ménages qui sont les plus impliqués pour sélectionner les ménages. Donc on voit que le degré de désirabilité sociale des ménages requérants, il est lié à l'évaluation par le comité de sélection de leur implication future supposée dans la vie quotidienne de la coopérative. Donc on voit que ces ressources financières limitées, elles conditionnent vraiment les critères d'accès des comités de sélection sans être souvent explicité aux futurs membres. Donc ça, c'était vraiment la dernière manière pour montrer que c'est vraiment ces ressources financières qui contraignent très très fortement la sélection. Donc, pour terminer notre présentation d'aujourd'hui, on a un peu séparé notre analyse en deux sections. Donc, une que je vais présenter présentement et qui revient en fait plus sur les résultats directs qu'on a soulignés dans le cadre de notre présentation. Puis celle de Chloé, en fait, que va prendre en charge Chloé, qui va être plutôt sur un regard un peu élargi, en fait, sur la signification de ces défis de gouvernance en coopérative dans le contexte du Québec. Donc,
le titre qu'on a donné à notre présentation, comme on vous l'a dit tantôt, c'est Excuse-moi, mais t'as peu de chance. Ce que ça signifie, en fait, c'est que l'accès aux coopératives d'habitation, c'est loin d'être garanti pour tous. Donc, malgré, en fait, leur vocation sociale, les coopératives, elles vont mettre en place des mécanismes pour gérer la sélection qui peuvent contribuer à renforcer certaines inégalités entre ménages. Donc, c'est en raison du manque de financement, des contraintes économiques, bien sûr, mais elles vont développer, en fait, des mécanismes de filtrage social qui vont contribuer, en quelque sorte, à créer une distinction entre les bons et les mauvais membres locataires de coopératives. Ce phénomène-là, il va contribuer à créer en fait des nouvelles frontières sociales, puis à remettre en question le principe de mixité qui était et qui est en fait à la base de la création des coopératives depuis les années 70. L'un des problèmes majeurs que nous, on a pu souligner à travers ces recherches, ça vient autour de la sélection des ménages, les politiques ou en fait les principes de mixité sur lesquels va s'appuyer la sélection et peuvent paradoxalement donner lieu à des pratiques de sélection discrétionnaires qui vont privilégier certains profils au détriment d'autres, notamment pour les ménages précaires sur les plans sociaux ou les ménages racisés. Il y a certaines personnes également qui ont participé à la recherche, qui nous ont offert des pistes pour poursuivre l'exploration de cet enjeu-là de sélection. Notamment, ce qui soulignait, c'est l'absence de mixité au sein des comités de sélection. Donc, souvent, les comités de sélection sont perçus comme homogènes en termes d'origine ethnique, de classe sociale ou de parcours de vie de leurs membres, ce qui contribue en fait à reproduire des logiques d'entre-soi. Donc, comme nous le disait un résident qui a participé à la recherche, on choisit toujours quelqu'un qui nous ressemble. Globalement, ce phénomène-là, il va se traduire par une surreprésentation de certains groupes. Puis si on se fie à notre échantillon pour illustrer ça, on peut dire que l'accès aux coopératives est facilité pour des ménages qui vont posséder déjà un certain capital social et culturel, puisque dans notre échantillon, il y a 70% des résidents des coopératives qui ont alors le français comme langue maternelle, puis la grande majorité vont être diplômés postsecondaires, en plus d'avoir un précédent d'implication dans le milieu communautaire. Donc, à notre sens, cet entre-soi-là, c'est pas un hasard, ça s'inscrit aussi dans l'histoire des coopératives d'habitation de Québec. Donc, à leur création comme modèle d'habitation, ils accueillaient surtout des ménages à revenus modestes qui étaient issus de milieux universitaires et militants francophones. Donc, cet héritage-là, il va se perpétuer, puis il va contribuer aussi, parfois involontairement, à exclure d'autres groupes. Donc, c'est donc dire que même si les coopératives d'habitation sont une alternative très intéressante au logement privé, leur mode de fonctionnement peut renforcer certaines inégalités d'accès. Donc, elles sont pas neutres. Les processus de sélection, ils vont façonner une communauté qui se reflète, qui va pas toujours refléter en fait la diversité sociale qui va être observable à l'échelle des quartiers ou des villes dans lesquelles elles vont s'insérer. Donc, pour rendre ces logements un peu plus accessibles, il faudrait sans doute repenser en fait les critères d'admission, de sélection, puis favoriser également une plus grande diversité au sein des comités de sélection. Donc, je conclurai avec quelques pistes de réflexion dont on pourra rediscuter ensuite dans la discussion. C'est ça, avec cet article, on voulait aussi participer à une réflexion plus générale sur le rôle des institutions dans la reproduction des inégalités sociales et plus particulièrement sur les relations qu'entretiennent le tiers secteur en habitation, euh, parmi lesquelles les coopératives d'habitation québécoises, avec plus généralement l'appareil étatique néolibéral. En fait, l'idée, l'état actuel de l'épreuve institutionnelle que représente qui conditionne l'accès aux coopératives, ben, ça résulte en fait de cette lente néolibéralisation des politiques publiques en habitation et aussi ben, de la difficulté et de tout le poids qui est laissé au tiers secteur ben, pour prendre le relais. En gros, malgré cette autonomie collective qui a toujours fait partie du projet communautaire en habitation, ben, les conditions d'exercice de l'autonomie ont profondément changé. Et puis, initialement, alors que les coopératives, elles étaient fondées plutôt sur l'autogestion comme vecteur d'émancipation citoyenne et soutenues par l'État, ben, aujourd'hui, ce modèle, il doit composer sans l'aide publique. Donc, c'est pour ça que dans notre article, on se place aussi dans un débat qui se fait sur la question
du tiers secteur et de son rôle dans le développement d'une citoyenneté active pour les précaires, ou au contraire de légitimation de la rhétorique néolibérale. Donc en gros, on peut se demander ben, si le tiers secteur, avec ses très faibles financements, la fragilisation du filet social, ben, il contribue à tenir les individus en fait responsables d'améliorer leurs propres conditions de vie. Ben c'est plein de questions en fait de débats qui se posent là-dessus. Et puis ça rejoint aussi d'autres écrits sur les paradoxes un peu des projets autonomes qui visent la mixité sociale. En gros, ben c'est des paradoxes qui émergent aussi dans l'habitat participatif. Alors juste pour le tiers secteur, je vois j'ai une petite question. Le tiers secteur, ce serait un peu comment dire, toutes les participants associatifs communautaires qui sont en charge du développement du secteur du logement. Donc c'est une sorte de nébuleuse d'acteurs qui va s'occuper de mettre en place les acteurs. Bon, on pourra en reparler si vous voulez dans la discussion. Je vois la question en cours. Donc c'est ça. Donc il y a un peu sur les paradoxes des projets autonomes qui visent la mixité sociale. Ben, en gros, il y a un entre-soi. Il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont montré qu'il y avait un entre-soi qui était un peu nécessaire pour favoriser un socle de référence commune et pour construire un projet d'habitat participatif assez fort. Et aussi pour pouvoir attirer des investissements publics et préserver une certaine autonomie. Mais ben, on voit que ça aussi ça provoque des tensions et ça peut accentuer des inégalités sociales et reproduire des mécanismes de domination. Donc du coup, on voulait conclure là-dessus pour savoir et discuter avec vous possiblement un peu de ce rôle du tiers secteur euh, en lien avec l'appareil étatique néolibéral. Voilà, donc je m'arrêterai ici et merci pour votre écoute. Alors, merci Chloé et Catherine. Excellente présentation. Je pense que la période de discussion va aller tout seul. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions ou à lever votre main virtuelle. On va pouvoir y aller une après l'autre. Je rappelle qu'on a à peu près une quinzaine de minutes là, pour cette période de questions, commentaires et que c'est enregistré et que ce sera publié ensuite en ligne si jamais vous ne voulez pas apparaître là, ou peu importe. Donc, oui, la parole est à vous, Claudia. Oui, juste une précision, comme j'ai raté le début, j'ai peut-être raté la mise en contexte, donc je suis désolée si c'est une redite. Quand vous me dites, puis bravo pour votre présentation, c'était très, très intéressant, très nécessaire comme sujet à approfondir. Le tiers secteur, donc vous avez dit un peu ce que c'était. C'est difficile, comme c'est le tiers quelque chose, ça je pense que pour comprendre c'est quoi vraiment, c'est quoi les autres affaires. Donc, c'est le tiers de quoi? C'est quoi les deux tiers, les deux autres tiers? C'est le privé puis le public, j'imagine, juste pour pouvoir comprendre l'expression. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Oui, oui, je peux. Ben oui, je pense que tiers secteur, c'est pour désigner ça. C'est donc ces acteurs qui sont le milieu, donc plutôt le milieu associatif ou milieu communautaire là au Québec, et donc qui se placerait donc entre, comme vous dites, le secteur public, l'État et le secteur privé. Et en fait, au Québec, avec justement la dévolution les transferts de responsabilités aux différents échelons administratifs, on a aussi donné une place de plus en plus importante en fait au milieu communautaire pour mettre en place en fait les politiques de logement. Donc c'est devenu un peu un secteur à part entière qui s'est vachement institutionnalisé, qui s'est euh,
oui, qui s'est institutionnalisé et qui est devenu, qui s'est professionnalisé aussi dans la mise en place de politiques de logement et notamment dans la production de logements sociaux et communautaires. Donc, c'est ça. C'est OK, je comprends mieux. Catherine, Merci. est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Non. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Bon, parfait. Merci. Fabien, la parole est à toi. Merci, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Catherine et Chloé pour la présentation et puis la recherche sur laquelle elle repose. Je suis vraiment content d'entendre aussi la recherche parce que, et c'est aussi une des premières questions que j'avais pour vous et puis pour l'ensemble peut-être des participants, mais quand j'ai effectué une recherche, en fait, il y a maintenant de ça presque une petite dizaine d'années où j'essaie de comparer justement les politiques dites d'inclusion, de construction de logements sociaux en France et au Québec et en l'occurrence à Montréal, où il apparaissait effectivement que il y avait une préférence en fait pour le modèle des coopératives d'habitation, notamment chez les promoteurs, parce que précisément il y avait un recrutement un peu différent des membres ensuite locataires, et qu'il y avait en France comme au Québec avec des dispositifs très très différents, mais il y avait en quelque sorte des formes de préférence pour l'autochtonie, hein, les capitales, ce qu'on appelle en tout cas nous en sciences sociales en France, capitales d'autochtonie, c'est-à-dire en fait des locataires qui étaient sélectionnés en France parce qu'ils étaient déjà issus de la commune, et au Canada dans les coopératives d'habitation parce qu'ils avaient des ressources de proximité, parce qu'ils étaient plus ou moins insérés dans le tissu communautaire, etc. Donc c'est un résultat qui était un peu apparu, mais ce qui m'avait beaucoup étonné à l'époque, c'était qu'en fait, il y avait très très peu de travaux, pour pas dire, en fait, il n'y avait pas de travaux au Québec, mais aussi aux États-Unis, où existe en fait ce modèle de coopérative d'habitation sur les enjeux justement de la sélection et des discriminations. Donc c'était complètement un angle mort en fait, et alors c'était assez marrant parce que c'était moi un peu avec mon regard décentré de français, plutôt qui regardait plutôt le logement social, parce qu'il n'y a pas vraiment de logement coopératif comparable en France, où finalement il y a des locataires eux-mêmes qui jouent un rôle de sélection. Et du coup, moi j'avais un peu cette idée, j'allais chercher de la discrimination et de la discrétion parce que j'en voyais en France dans le logement social et j'en ai assez vite vu en fait dans le modèle des coopératives d'habitation et pas ou un peu moins dans le modèle du logement social au Québec. Et voilà, et donc ça faisait un peu exister quelque chose qui n'était pas perçu. Et donc ça, c'est un peu ma première question et celle qui va dans la continuité de cette question. C'était aussi probablement qu'une des raisons pour lesquelles c'était pas perçu cette discrimination, et ça vous l'avez bien dit dans votre présentation, c'était parce que les coopératives d'habitation, c'était les do-gooders, quoi. C'était du côté du bien, c'était du côté, en fait, finalement, des militants, c'était du côté de gens qui avaient une conscience, souvent, des inégalités en matière de logement et qui mettaient d'ailleurs en œuvre ces projets de coopératives pour lutter contre les inégalités d'accès au logement social. Et moi, c'était aussi ma question, c'est-à-dire, en fait, vous, là, aujourd'hui, que vous présentez, vous commencez à présenter ce travail, quels sont les retours? Quelle est la réflexivité aussi des membres eux-mêmes de ces coopératives d'habitation sur ce qu'ils produisent, souvent contre leurs intentions. C'est-à-dire que, voilà, moi, dans les entretiens que j'avais pu faire à l'époque avec des membres de coop, il y en avait certains qui étaient conscients de ça et qui me disaient qu'ils étaient extrêmement mal à l'aise, en fait. Ils avaient l'impression que pour pouvoir aller avec un GRT, monter une opération avec tout le risque qu'il y avait, le contexte d'austérité déjà à l'époque, ils étaient obligés de sélectionner, en fait, les meilleurs locataires et concrètement, ils sentaient que ça correspondait pas complètement à leur valeur. Et c'est là où je vous rejoins, mais où je fais aussi peut-être une petite incise des extrapolations, quoi. C'est vous disiez en fait qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Vous disiez notamment, bah, peut-être qu'il faudrait changer la composition des comités de sélection pour les rendre plus mixtes et que ça changerait les choses. Et en l'occurrence, je crois pas. Je crois pas parce que je crois que précisément les contraintes institutionnelles sont tellement fortes que typiquement, moi je le voyais, c'est-à-dire j'avais des gens qui étaient extrêmement militants, qui parfois avaient fait des sciences sociales, étaient extrêmement conscients, mais qui en situation, parce qu'il y avait de l'austérité, parce qu'ils ne pouvaient pas assumer le moindre risque en matière de loyer, en matière de non-implication, se retrouvaient eux-mêmes en fait à discriminer, à sélectionner.
Et ça, c'est c'est terrible, mais en même temps, ça nous place le regard du bon côté, c'est-à-dire du côté des institutions et de la production institutionnelle des discriminations, en fait. Et un peu moins du côté des personnes, en fait, qui sont vraiment dans un cadre extrêmement étouffant. Et certains des membres de coopératives avec lesquels j'avais travaillé ont fini par partir, ont quitté le projet de coop parce qu'ils étaient trop dans un dilemme contradictoire entre ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils étaient un peu contraints de faire dans un contexte de pénurie, quoi. Voilà. Désolé, c'était un peu long, mais forcément, c'était hyper stimulant, donc j'avais plein de choses à dire. Euh, Ouais, vas-y, ouais, je Catherine. vais commencer. Dans le fond, c'est ça, moi, mon terrain de recherche qui est en cours en ce moment. Fait que les retours que j'ai des comités de sélection, en fait, l'analyse n'est pas tout à fait faite ou conclue, mais j'abonde dans le même sens que toi en ce qui concerne l'idée de que c'est pas en changeant la composition des comités de sélection. Ça, c'est une piste qui nous avait été donnée là, par nos participants, puis que on écoute comme solution en fait, eux estiment être pertinente. Mais euh, je dirais, en fait, que ce qui émerge plus profondément, c'est cette incapacité, en fait, à déterminer ou à définir mieux qu'est-ce que signifie la mixité sociale réellement applicable, procéduralement identifiable. Qu'est-ce qu'on veut dire, comment on mesure la précarité, comment on mesure l'aisance des ménages, comment on mesure leur capacité, puisque cette appréciation globale, elle va toujours être biaisée vers des ménages en fait qui ont davantage de désirabilité sociale, mais aussi des ménages qui vont être directement opérationnels ou dont les compétences vont être directement mobilisables pour la coopérative, justement parce que il y a trop de risques qui viennent avec en fait cette prise de risque qu'on attribue à des individus qu'on aurait mal sélectionnés. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire pour pour ce qui est en cours. Puis pour en fait, il y a un commentaire que tu as dit au début qui était intéressant pour moi, dans le fond, euh, sur quelque chose qui a changé un peu mon approche dans ma propre thèse, qui va être d'aller interroger également des gens qui font partie des groupes de ressources techniques, des gens qui font partie des fédérations et tout et pas seulement les gens qui font partie des comités de sélection, c'est qu'à la base, je m'intéressais aux coopératives qui avaient été créées dans le cadre des stratégies d'inclusion du règlement pour une métropole mixte. Puis dans le cadre de ces projets-là, en fait, il y a une plus grande chaîne de médiation, de nouveaux acteurs qui s'impliquent dans la détermination des bons locataires, des mauvais locataires. Donc, les promoteurs ont un rôle, ont quelque chose à dire là-dessus. Les GRT ont une expertise sur laquelle ils s'appuient depuis des années et des années pour justement faciliter la création de communautés, dans le fond, finalement, qui doivent être opérationnelles rapidement pour être rentables. Donc, d'aller chercher, en fait, ces témoignages-là. euh, je pense que ça va être justement contribuer peut-être à justement déterminer où sont les nœuds où se crée peut-être une idée de la mixité sociale qui en fait est très très précise. Ouais. Puis moi là-dessus, il y avait aussi, ben, comme tu l'as souligné, Fabien, c'était vraiment l'objectif de l'article, là, c'était vraiment pas mettre justement le poids sur les individus au contraire montrer que c'était une charge aussi émotionnelle très très forte aussi de s'occuper d'un comité de sélection ou de participer à un comité de sélection et que c'était ben, plutôt les contraintes institutionnelles plus budgétaires, etc., qui pesaient en fait sur ces choix de sélection. Et donc plutôt mettre, comme tu dis, euh, le, pointer plutôt les institutions dans ce processus-là. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est peut-être aussi notre manière de faire du logement social et communautaire au Québec. Et puis l'idée que, ben, en fait, ce serait une des options. Enfin, pour moi, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de diversité dans les formules de logement social et communautaire proposées et beaucoup plus ben, de production de logement social et communautaire pour pouvoir justement relâcher la pression sur les coopératives. Et moi, pour moi, c'était un des enjeux de l'article, c'était de dire, ben,
c'est un modèle qui peut fonctionner très très bien. La question de l'autonomie, bon, c'est un débat qui est à prendre, mais pour moi, les coopératives, ça représente pas le seul débouché possible en termes de logement social qu'il faudrait produire parce que ça convient pas à tout le monde. Donc, surtout dans ces restrictions budgétaires. Mais c'était le petit point que je voulais aborder en plus. Super, merci pour la question, les réponses. On va y aller avec les deux dernières questions euh, en ligne, là, avec les mains levées. Puis ensuite, il y a des échanges aussi qui se passent dans le chat, notamment la question de Christina. Je pense qu'elle a été répondue justement là, sur l'idée d'avoir un nouveau processus de supervision des comités de sélection. On vient de parler des comités de sélection dans l'échange. Donc, Martin, la parole est à toi. Oui, ben, je voulais souligner aussi qu'il y a une épreuve supplémentaire pour les personnes en situation de handicap ou en plus des problèmes de langue, par exemple, on va parfois les personnes vont plutôt supposer qu'ils sont pas capables de faire les tâches. Donc, c'est un des premiers enjeux que je vais soulever. Puis je suis un peu inquiet. Peut-être que vous pouvez revenir sur le fait de perdre son statut de membre peut mener à la perte du droit de l'occupation qu'une judiciarisation de cet enjeu-là. Pour donner des exemples, nous, il y a une personne qui était dans une coopérative depuis des années et comme est paraplégique, qui était dispensée de faire la corvée printanière. Il y a eu un changement de conseil d'administration, puis ben, comme elle n'a pas participé cette année-là à la corvée, ils ont fait perdre son statut de membre, ce qui a fait augmenter son loyer et elle avait la crainte justement de perdre son logement. Puis la raison qui a été évoquée, c'est qu'elle n'avait pas de papier de médecin qui démontrait qu'elle n'était pas capable de faire les corvées. Bref. Une autre personne, par exemple, en raison de sa maladie, est moins capable en ce moment de s'impliquer que par le passé. Donc, ils ont fait perdre son statut de membre. Donc, moi, je suis un peu inquiet quand j'entends dire que ça peut mener au perte du droit de l'occupation. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me donner des exemples où ça a pu arriver. Ben, en fait, c'est que cette interprétation-là, en ce moment, est en train d'être remise en cause là, à la Cour supérieure du Québec. Dans le fond, ça avait créé un précédent. Il y avait un jugement en particulier qui avait créé un précédent où la conclusion c'était que de la Cour supérieure, c'était que la perte du statut de membre entraînait automatiquement la perte du droit de maintien dans les lieux. Puis dans le fond, c'était à la fin du bail, la personne devait donc se reloger. Mais en ce moment, c'est en train d'être discuté, d'être contesté, là. Faut que je me mette un peu plus à jour là-dessus, mais il y avait des jugements qui sont sortis cette année où, en fait, ce qui est pensé, c'est que le droit du logement est plus englobant, en fait, que les règlements de régie interne des coopératives et que donc, ce qui devrait euh, être mis de l'avant, c'est que malgré la perte du statut de membre, donc on perd les avantages qui sont liés au statut de membre, le rabais de membre et tout, mais on peut quand même conserver le droit de maintien dans les lieux. Donc ça crée d'autres problématiques éventuellement, là, surtout sur la question de la participation puis de l'implication pour le maintien de la coopérative. Euh, il y a cet aspect-là que tu nommes, Martin, est tellement intéressant. Moi, c'est des choses qui m'ont été nommées beaucoup dans mes entretiens que j'ai fait récemment. Comme je vous dis, je suis encore en collecte de données, donc l'analyse n'est pas faite. Mais il y a tout un volet qui va se développer dans le cadre de ma recherche, donc à suivre. Mais sur l'évolution un peu dans le fond, des capacités des personnes physiques, là, donc les limitations réelles qui sont liées au vieillissement, qui sont liées à qui peuvent être liées, par exemple, à un handicap qui est permanent ou qui est temporaire. Et donc, comment ça se manifeste concrètement comme traitement à l'intérieur des coopératives, parce que oui, on peut perdre le statut de membre parce que c'est judiciarisé, mais souvent les gens se rendent pas à cette étape-là. Donc, c'est estimé comme, bon, tu participes pas, on va te retirer ton statut de membre. Comment, en fait, les coopératives gèrent ça à l'interne, puis s'offrent des portes de sortie ou des solutions, justement, quand la réalité physique d'une personne ou mentale fait en sorte qu'elle peut plus s'impliquer de manière temporaire. Est-ce que c'est un critère, en fait, pour
pour la perte du droit au maintien dans les lieux où ça n'en est pas un. C'est quand même avec la population vieillissante, puis la population vieillissante qui est en coopérative, c'est un enjeu qu'on va voir beaucoup se présenter à nous pour tout ce qui est question d'implication, de capacité cognitive ou physique là, pour l'entretien des coopératives. Donc, à suivre pour ça, mais c'est très important de le souligner. Merci. Louise, la parole est à vous. Merci. Tout ça. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Écoutez, je vais être transparente avec vous. J'ai passé ma vie dans le secteur des coopératives d'habitation. J'ai travaillé dans 2 GRT, 2 fédérations, une coop. J'ai vécu 20 ans dans une coopérative de 14 logements où 12 étaient occupés par des ménages noirs anglophones et 2 par des ménages blancs francophones, dont moi. Euh, je trouve qu'on en met beaucoup sur les épaules des coopératives d'habitation et que parfois on pense qu'elles vont pouvoir régler tous les problèmes sociaux. Je vous dirais que dans la région métropolitaine de Montréal, il y a 12 000 logements coopératifs. Ça correspond à peu près minimalement à 30 000 personnes, c'est-à-dire la ville de Val-d'Or. Alors, je peux vous dire que dans la ville de Val-d'Or et comme dans le secteur des coopératives, on voit toutes sortes de choses et moi, dans ma vie, j'ai vu le meilleur comme le pire étant probablement ce que Martin a cité tantôt. C'est ça. Euh, j'ai un petit peu accroché. Oui, je voulais vous poser la question parce que là, vous parlez qu'il y a de l'exclusion en disant que la majorité, c'est des ménages blancs francophones, mais il y a aussi des coopératives très multiethniques et d'autres coopératives qui s'adressent à une seule communauté culturelle. Est-ce que vous en avez tenu compte et est-ce que vous considérez que ça, puis je sais qu'il y a eu des débats à certaines périodes, c'est aussi une forme d'exclusion? L'autre point sur lequel j'ai accroché, c'est quand vous parlez de l'injonction à la participation. Je pense qu'il y a 2 concepts que, qui devraient être pris en compte. Le premier, c'est que vous avez parlé beaucoup que les gens dans les coops étaient des locataires, mais ce sont aussi des propriétaires. Et ça, c'est ce qui fait que la formule coop est unique par rapport aux autres types de logements sociaux. Et si on compare avec les propriétaires privés, ben, n'importe qui peut s'acheter une maison, mais il y a quand même des règles d'entretien et de reddition de comptes et de financement. Et si les propriétaires privés ne respectent pas ces règles-là, ben, il y a aussi des sanctions juridiques qui peuvent s'appliquer, puis même des reprises de possession dans certains cas. Donc, moi, j'inviterais à faire quand même une comparaison. Et l'autre élément qui est très important à mes yeux, c'est celui de la formation. Quand vous dites que finalement les gens n'ont pas d'informations sur la façon de pouvoir postuler dans une coopérative, bien, en fait, il y a les fédérations, les GRT, les comités logement qui offrent des formations et qui peuvent aussi accompagner les gens et les préparer à euh, des rencontres avec les comités de sélection et aussi pour avoir travaillé dans les coopératives. Une des questions souvent que les comités de sélection peuvent poser, si vous n'avez pas nécessairement des compétences, je dis n'importe quoi, en finance, ben, êtes-vous prêt à suivre la formation pour pouvoir vous mettre à niveau et avoir une participation? Bon. Et encore une fois, dans les coopératives, la participation, ça peut être très diversifié. C'est pas juste faire des corvées, laver des planchers. Ça peut être aussi organiser des fêtes pour les enfants, faire de l'aide aux devoirs. En tout cas, moi, j'ai travaillé dans une coopérative où il y avait une diversité d'occasions de participation. Alors, voilà, c'est les commentaires que je faisais. Je trouvais que vous étiez très sévère à l'endroit des coopératives d'habitation. Merci. Merci Louise pour tes commentaires. Moi, je reviendrai peut-être sur le premier, sur les coopératives multiethniques, le fait que ça existe et tout ça. Alors moi, j'ai vraiment mené mes entretiens à Parc Extension et Saint-Michel, des quartiers très diversifiés et dont les coopératives étaient aussi très diversifiées.
Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même parfois, ben, comme tu dis, c'était mis dans la coopérative, c'était pas un moyen de sélection des personnes, mais par contre, c'était implicitement au sein du comité de sélection, on disait quand même qu'on était ouvert à la diversité et qu'on essayait de varier les ménages. Mais nous, l'idée là, c'est plus de dire que justement, ben, le fait que ce soit des individus qui s'occupent de gérer ça, ça provoque des dynamiques aussi d'entre-soi. Et comme tu le dis, même dans des coopératives multiethniques, ben, des fois, il va y avoir une communauté qui va être privilégiée. Et moi, j'ai été confrontée à des coopératives où c'était un problème justement d'une communauté qui était une communauté migrante qui était privilégiée au sein de la coopérative parce que le comité de sélection faisait de l'entre-soi. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est juste, on disait dans le processus de sélection et dans le processus de candidature, quand même, c'est un système qui privilégie beaucoup ben, la candidature en français et qui demande quand même un gros capital culturel et social pour pouvoir accéder à une coopérative. Et sur cette question ben, du manque d'information, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein d'acteurs qui existent, mais n'empêche que moi, j'ai interrogé un certain nombre de personnes migrantes qui étaient sur la liste d'attente de logement social et qui avaient jamais entendu parler du logement coopératif ou qui comprenaient pas du tout comment ça fonctionnait. Et ça, c'est des choses, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formation de semaine 101 où on t'explique ce que c'est le logement coopératif quand tu arrives comme demandeur d'asile au Québec, par exemple. Donc, c'est juste dans ces cas-là où je trouve que c'est quand même une sorte d'épreuve institutionnelle dans le sens où, ben, faut que les gens, ils sachent où chercher. Euh, pour beaucoup, là, c'était de la chance d'avoir rencontré un comité logement, souvent dans le cadre de situations d'insalubrité ou de problèmes dans leur logement. Le comité logement évoquait les différentes solutions coopératives. Et du coup, là, enfin, c'était ça. C'était, je trouvais, la prise de connaissance, elle était pas forcément facile. Et puis après, est-ce que Catherine, toi, tu veux compléter sur la question de l'injonction à la participation? Ben, non, mais je voulais en fait revenir. Je suis vraiment d'accord sur l'idée qu'on en met beaucoup sur les épaules des coopératives, là. Je pense que c'est évidemment parce que c'est un modèle d'habitation qui finalement devient de plus en plus accessible pour des classes moyennes qui restent précaires dans le parc de logements locatifs privés, puis qui n'ont pas nécessairement les capacités d'acheter pour se loger. Puis effectivement, c'était en dehors c'est juste que je pense qu'il y a quelque chose, il y a un accrochage ou peut-être un point aveugle sur la question sur la question de l'intégration des ménages plus précaires qui sont pas subventionnés. Donc il y a comme on dirait que ça laisse une espèce de place à l'interprétation qui fait qui est aussi une conjugaison avec en conjugaison avec le climat ou l'état de l'abordabilité du logement au Québec qui fait du logement locatif au Québec qui fait que en fait c'est vrai que ça demande ça génère beaucoup trop d'exigences sur un modèle d'habitation qui finalement a des ressources très limitées, puis aussi compose pas beaucoup du marché locatif au Québec, là, en proportion avec les autres. Puis moi, je reviendrai en fait un peu sur ce que Chloé disait tantôt, sur développer des nouveaux modèles, d'autres modèles d'habitation qui pourraient être complémentaires à celle-là, puis en fait aller peut-être combler justement, je sais pas la forme que ça prendrait, mais tu sais, on parle beaucoup de cohabitat puis, en fait, juste pour proposer une alternative qui soit pas les coopératives, mais qui soit pas non plus des OSBL d'habitation, des HLM ou du logement locatif abordable dans le parc locatif privé. Merci pour ces réponses. Il y a plein de
commentaires hyper pertinents dans le chat si jamais. Puis je peux laisser la parole là, vraiment rapide à Robin parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais je pense que les commentaires sont pertinents. Si les filles, vous pouvez encore rester un peu. Euh, pour questions, commentaires rapides, puis les filles, je vous laisserai les dernières paroles après. Merci. Je peux parler? Oui, mais merci beaucoup. C'est vraiment intéressant et ça confirme beaucoup de choses que j'ai observées en étant un travailleur dans le milieu de le logement. Les choses que j'aimerais juste souligner encore avec ces difficultés de l'application, c'est il manque de consistance. Une coopérative d'habitation, c'est par une adresse courriel, une autre, c'est par poste. Et même ça, des fois, c'est même pas mis sur il n'y a pas de site web, c'est pas listé nulle part. Et de voir les amis qui ont travaillé à l'interne des coopératives d'habitation, j'apprends que c'est souvent à cause que les procédures sont pas nécessairement, ou mettons quelqu'un qui a l'accès à l'adresse pour l'application n'est plus là. En tout cas, ça veut dire que pour quelqu'un qui cherche ça comme une solution, c'est hyper ingivore à cause que tu essaies toi de toutes les façons de rejoindre pour l'appliquer comme il faut. Et même à ça, il n'y a pas de suivi. Puis je comprends que, comme nous tous, on est tous débordés, mais quand tu es quelqu'un qui cherche comme solution, puis tu fais ce travail qui est quand même énorme en aide des locataires avec ses lettres, puis tu as zéro réponse qui même dit on a reçu ton courriel, ça, en particulier, pour moi, c'est très problématique. C'est normal que malgré le fait que les coops sont supposés être autonomes et indépendantes, c'est normal de devoir avoir un système d'application commun. Ça surtout avec le suivi, parce qu'on n'a juste aucun sens de si ça répond à leurs besoins, est-ce qu'il y a une liste d'attente, on a juste zéro réponse. Puis l'autre chose que j'ai mentionné en chat, que j'observe depuis très longtemps avec des amis en coop et avec les personnes qui viennent chez nous, c'est que c'est risque dangereux dans ce milieu qu'un petit groupe de personnes peut prendre le contrôle sur le coop fait que les personnes les plus marginales, c'est eux les plus affectés parce qu'ils n'ont pas nécessairement le sentiment de pouvoir, le sentiment de savoir leur droit d'exprimer pour résister à ces comme coups d'État ou qu'est-ce que tu veux, qui fait qu'ils ont peur de perdre leur logement. Et de moi, dans ma tête, quelque part, comme ils payent pas cher, mais ils deviennent comme carrément pire des fois que d'être un locataire. Comme ça, on ne dit pas que tous les coops sont de même. Mais moi, il faut vraiment que je dose les attentes des personnes qui viennent chez nous, qui voient ça comme une solution, pour parler du fait qu'il y a une immense hausse de demande avec la pénurie de logement. Il n'y a pas de nouveau COP qui se construit. C'est difficile de rentrer, c'est difficile d'avoir un suivi et c'est difficile ça peut être difficile quand tu es là-dedans. Pas tous, mais c'est des réalités je suis content que vous nommez. Merci encore pour la présentation, c'est fort intéressant. Merci beaucoup, Robin. Mais oui, c'était ça dans l'évaluation là de l'accès à l'information. On a plus détaillé dans l'article, mais il y a, en gros, on cite qu'il y a justement plusieurs moyens de s'adresser à la Fédération de l'habitation coopérative du Québec, où il y a des réunions d'information qui sont proposées à un coût de 15 dollars pour le faire, et puis qu'il y a des listes qu'on peut remplir, mais ces listes sont peu mises à jour. Et puis, il y a aussi les moyens de se renseigner auprès de ces associations de défense des droits des locataires aussi, ou comités logement. Et puis, il y a aussi un nouvel outil qui a été mis en ligne à partir de 2018 par la FHCQ, qui permet d'identifier à partir de plusieurs critères un peu des coopératives qui sont en recherche de nouveaux membres. Donc tout ça, c'est un peu pour essayer de compenser ce problème de l'accès à l'information, mais ça compense pas tout. Et comme tu dis, ben c'est les désavantages de cette autonomie aussi, le fait que ben c'est pas forcément si facile d'accéder à ce type d'informations-là. Et puis, d'ailleurs, il y a Fabien qui citait aussi la question du temps, qui est aussi l'épreuve de la durée, qui est aussi un point très important, voilà, que on avait aussi évoqué avec ben, des personnes qui peuvent pas s'investir pendant 6, 7 ans, voire plus, dans un projet de coopérative et donc qui étaient membres fondateurs au départ, puis qui quittent petit à petit les groupes par manque de temps. Euh, et puis, par rapport, Catherine, est-ce que toi, tu avais quelque chose à dire sur la partie plus les dynamiques, les enjeux de pouvoir au sein
des comités de Ben, sélection? moi, je dirais que en fait c'est quelque chose qui est assez nommé aussi dans le cadre de mes entretiens quand ça arrive. C'est souvent les personnes cherchent à avoir une porte de sortie ou avoir peut-être un intervenant externe qui peut intervenir là-dessus. Et des fois, les gens me réfèrent aux fédérations ou me disent ah, je me suis adressée à mon comité logement pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour m'aider dans ces dynamiques-là. Ce que je peux constater, en fait, puis que je peux dire, c'est que les gens cherchent, souvent se sentent pris dans ces dynamiques-là lorsqu'elles émergent et cherchent à avoir euh, une aide externe qui puisse être efficiente dans la gestion de ces enjeux-là, de ces clics qui peuvent vraiment teinter le climat au sein de la coopérative. Euh, mais pour l'instant, c'est ça. Moi, je cherche également des solutions dans le cadre de mon projet de thèse avec les personnes qui participent. Donc, ce qu'elle m'évoque comme demande. Mais à ce niveau-là, en ce moment, je vous dirais que j'ai pas non plus réussi à nécessairement à rejoindre des personnes qui sont activement en train de vivre ces problématiques-là, justement parce que souvent c'est très prenant puis chargé émotionnellement. Donc, c'est des personnes qui ont des regards en fait, moins émotifs sur la question jusqu'à présent qui participent. Mais si je peux le nommer juste pour Robin, je sais que les comités, moi je faisais partie d'un comité logement aussi avant, puis je sais que les comités logement, on est beaucoup sollicité sur ces questions-là. Euh, puis ça m'intéresse aussi de voir de voir votre point de vue ou le point de vue des comités logement du Québec lorsqu'ils sont sollicités pour ces genres d'enjeux-là. Fait que, genre, je fais un petit recrutement, mais si jamais ça t'intéresse, Robin, de participer, ça serait vraiment super pour moi.